Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg, créateur de l'école des vidéastes. Bienvenue dans cette formation gratuite d'1 heure dans laquelle je vais vous livrer 8 secrets qui vous permettront d'améliorer considérablement la qualité de vos vidéos, que vous soyez débutant ou intermédiaire. Vous apprendrez également à mieux gérer votre business et vous pourrez mettre tout ça en pratique dès la fin de cette vidéo. À la fin de cette vidéo, pour les personnes étant restées jusqu'à la fin, je proposerai une offre de réduction intéressante sur la formation. Je suis réalisateur et monteur depuis plus de 15 ans. J'ai réalisé plus d'une centaine de clips pour des artistes tels que Willy William, Gradure, Joule ou encore 113 et généré plus de 400 millions de vues sur YouTube et les chaînes de télévision. J'ai également eu l'occasion de réaliser mon premier long métrage en 2017, récompensé et distribué aux États-Unis. Il s'agit d'un film d'horreur de 80 minutes que j'ai coécrit avec le scénariste Vincent Darkman. Je travaille également en tant que monteur vidéo et graphiste pour les chaînes C8 ou TF1. Je suis également formateur certifié tuto.com, site sur lequel j'ai déjà formé plus de 10 000 élèves et reçu la note de 4,8 sur 5 sur plus de 500 avis sur l'ensemble de mes formations. Je suis également créateur de la chaîne YouTube Tuto Première, suivie maintenant par plus de 20 000 abonnés. Je vais maintenant vous livrer mes 8 secrets pour créer des images cinématographiques. Premier secret, maîtriser les réglages de prise de vue. Peu importe la caméra que vous utilisez, que ce soit votre téléphone portable ou la dernière Canon, la seule chose qui fera la différence sera vos réglages de prise de vue. Pour commencer, la focale. La focale définit l'angle de champ d'un objectif. Plus la focale est élevée, plus l'objectif va zoomer l'image. Il est important de définir en amont d'un tournage le type de focale dont vous aurez besoin pour réaliser votre vidéo. Pour pouvoir monter une vidéo pro, je vous recommande d'utiliser au minimum 3 focales. Une focale courte pour vos plans larges, une focale moyenne pour vos plans portraits et une focale longue pour vos gros plans. Vous aurez alors toutes les valeurs de plan qu'il vous faut une fois arrivé au montage. Pour mes tournages, j'ai pour habitude d'utiliser une focale 35 mm pour mes plans larges, une focale 50 mm pour mes portraits et une focale 85 mm pour mes plans serrés. Pour pouvoir varier la focale avec votre caméra, vous pouvez soit utiliser des focales fixes ou des focales variables. Les focales variables vous permettront de zoomer et changer la focale à votre guise, mais ne vous donneront jamais un aussi bon piqué qu'une focale fixe. Les focales fixes ont aussi l'avantage d'être plus lumineuses. Après avoir choisi votre focale, vous devez absolument bien régler votre exposition. On parle alors d'ouverture de diaph, diaph désignant le diaphragme de l'objectif permettant de réguler la quantité de lumière entrant dans l'appareil. Plus le diaph est ouvert, plus le plan est lumineux. Lorsque vous effectuez un changement de diaph alors que vous êtes en train d'effectuer une prise de vue, cela donnera un aspect amateur. Quand vous avez fait votre diaph, ne le bougez pas jusqu'à ce que vous terminiez votre prise. Désactivez tout le temps le diaph auto, cela pourrait causer un résultat trop amateur à votre vidéo. Pour régler l'exposition, affichez et utilisez votre histogramme. Il va vous servir pour savoir comment exposer correctement votre image. Si le graphique de votre histogramme est trop à gauche, vous êtes sous-exposé. S'il est trop à droite, vous êtes surexposé. Et s'il est au centre, vous êtes bien exposé. Il peut arriver dans certains cas, notamment pour les tournages de nuit, que vous soyez légèrement à gauche avec l'histogramme. Ce n'est pas grave, l'essentiel c'est que votre image soit correctement exposée et qu'il n'y ait pas de zone inexploitable au montage. On distingue 2 cas possibles lors d'un mauvais réglage de l'exposition. Premièrement, la sous-exposition vous permettra peut-être de conserver tous les détails dans les hautes lumières, mais vous perdrez dans les basses lumières lorsque vous allez essayer de rattraper l'exposition, c'est-à-dire monter la luminosité sur votre logiciel de montage. A contrario, dans le cas d'une surexposition, vous perdrez les niveaux de détail dans les hautes lumières, mais vous conserverez au maximum les détails dans les basses lumières. Cela vous permet par exemple de filmer un sujet en contre-jour. Dans ce cas-là, vous avez la fenêtre en arrière-plan qui est cramée, vous n'avez aucun détail, mais vous conservez les détails sur les tons foncés et tons moyens du personnage. Petit conseil, il y aura toujours un élément sous-exposé ou surexposé dans votre image. Le plus important, c'est que ça ne soit pas l'élément prédominant. Si vous avez un personnage dans votre plan, veillez à exposer correctement le visage de votre personnage, c'est le plus important. Vous pouvez avoir une ampoule au fond qui est un peu cramée, c'est pas trop grave tant qu'elle est petite dans l'image. Vous pouvez également avoir des zones un peu sombres, comme dans un décor en arrière-plan, ça peut être légèrement sous-exposé, ce n'est pas grave non plus tant que votre sujet principal au centre de l'image est bien exposé. Lors du réglage de votre exposition, faites également attention à vos ISO. Les ISO vont rajouter du bruit vidéo dans votre image, il va en résulter un espèce de grain vidéo, ça va pas faire beau, ça va rendre vos vidéos amateurs. Surtout désactivez l'ISO automatique sur toutes vos caméras, vous devez absolument passer ce réglage en manuel pour avoir des images de qualité professionnelle. En général, sur la majorité des caméras, évitez de dépasser 800 ISO. Faites également attention à la compression de vos images, choisissez en général la compression la plus basse pour avoir la meilleure qualité. Si vous enregistrez vos images avec une compression trop élevée, vous aurez en général ce qu'on appelle des artefacts ou des macro-blocs qui vont détériorer votre qualité d'image. Enfin, évitez d'upscaler vos rushs, c'est-à-dire que si vous avez tourné un rush HD, ne le mettez pas dans une séquence 4K, cela risque de créer de la pixelisation et de détériorer votre qualité d'image. Faites attention en tournage également à ce que vos plans soient bien nets. En effet, une vidéo capturée avec de bons réglages peut être gâchée par un flou indésirable. Désactivez l'autofocus quand cela est possible. Si vous êtes sur une prestation rapide où vous n'avez pas le temps d'effectuer la mise au point, ce n'est pas grave, mettez l'autofocus. Par contre, si vous effectuez un travail professionnel pour un client avec des images léchées, désactivez tout de suite l'autofocus et réglez manuellement le point avec votre objectif. Pour ce faire, utilisez la commande zoom de votre caméra, zoomez sur les yeux de votre sujet et effectuez la mise au point à l'aide de la bague de mise au point. Cela vous permettra d'avoir le sujet totalement
totalement net, sachant que le plus important c'est que les yeux du personnage soient nets. Si vous faites un super plan avec une belle lumière, une bonne mise en scène et un bon mouvement, mais que vous n'avez pas la mise au point, ça pourra totalement gâcher votre image. Pensez donc bien à zoomer sur les yeux du personnage et faire le point avant de tourner. Si vous effectuez un suivi de personnage en travelling avant ou travelling arrière, pensez à faire le point et à garder la même distance entre la caméra et le personnage. Cela vous permettra de conserver la mise au point quel que soit le déplacement du perso. Petit conseil additionnel, pour vous faciliter la mise au point, pensez à fermer le diaph. En effet, plus votre diaph va être fermé, plus la zone de mise au point va être étendue, ce qui vous permettra de la réaliser plus facilement. Pour obtenir des images cinématographiques avec un beau flou en arrière-plan, choisissez une grande ouverture de diaph, car plus le diaph est ouvert, plus la profondeur de champ sera réduite. Autre réglage très important, la balance des blancs. Chaque type d'éclairage possède ce qu'on appelle une température de couleur exprimée en degrés Kelvin. Sur votre caméra, assurez-vous d'être sur le bon réglage de balance des blancs afin d'avoir un blanc pur. En intérieur, on retrouve la plupart du temps une dominante de couleur chaude tungstène à 3200 degrés Kelvin, alors que la lumière du soleil, quant à elle, a une couleur dominante froide aux alentours de 5600 degrés Kelvin. Évitez absolument la balance des blancs automatique, cela vous évitera de mauvaises surprises au montage avec des changements brusques de couleur. Réglage suivant, la cadence d'image et la vitesse d'obturation. Si vous tournez un film pour le cinéma, pensez à vous placer en 24 images secondes, cela donnera un aspect beaucoup plus cinématographique. Si vous tournez du ralenti, placez-vous à 50 images secondes dans le but de pouvoir ralentir au minimum 2 fois votre image. Enfin, si vous souhaitez effectuer de gros ralentis, n'hésitez pas à tourner à une vitesse d'image de 100 images par seconde ou plus. Si jamais vous décidez de tourner au-delà de 25 images par seconde, pensez à utiliser ces plans pour des ralentis et à ne pas les utiliser pour une vidéo normale. N'hésitez pas à utiliser le ralenti quand cela est nécessaire. Ça peut être une intention narrative importante. Si vous avez par exemple un tournage de clip, vous pouvez utiliser la vitesse normale pour filmer le chanteur chanter son couplet et utiliser le ralenti pour les plans de mise en scène qui vont être plus axés cinéma. Lorsque vous êtes en tournage, veillez à bien choisir la bonne vitesse d'obturation et la bonne cadence image. Cela va être déterminant pour la qualité finale de votre vidéo. Au niveau de la vitesse d'obturation, si vous êtes à 25 images par seconde, choisissez une vitesse d'obturation de 1/50. Si par exemple vous décidez d'effectuer des plans au ralenti, vous pouvez vous mettre à 50 images par seconde. Dans ce cas-là, vous mettrez la vitesse d'obturation à 1/100. Si vous avez une vitesse d'obturation pas assez élevée, vous obtiendrez un effet fantomatique, les mouvements seront beaucoup trop flous et rendra le tout pas professionnel. A contrario, si vous avez une vitesse d'obturation beaucoup trop élevée par rapport à votre cadence image, vous obtiendrez un rendu de mouvement trop saccadé. Voici à présent mes conseils pour éviter les problèmes dus à la vitesse d'obturation et la cadence image. Premier conseil, shooter et exporter avec la même cadence d'image, sauf pour les ralentis. Évitez absolument la conversion de cadence image, ne tournez pas à 30 images secondes pour monter à 25 images par seconde. Enfin, choisissez la bonne vitesse d'obturation adaptée à votre cadence d'image. A noter également que plus la vitesse d'obturation est élevée, moins la quantité de lumière entrant dans l'objectif sera importante. Le filtre ND est un filtre indispensable pour tout tournage en extérieur. Si vous êtes en tournage avec un grand soleil et que vous souhaitez obtenir une image avec du flou en arrière-plan, ça ne va pas être possible sans filtre ND. Le filtre ND va vous permettre de réduire la quantité de lumière que reçoit votre objectif. Cela va vous permettre de monter l'ouverture de diaph. Vous allez donc pouvoir réduire la profondeur de champ et avoir des images plus cinématographiques. Il existe deux types de filtres ND, le variable et le fixe. Le variable est un filtre que vous allez fixer sur l'objectif et en le tournant, vous allez pouvoir réduire la quantité de lumière qui arrive dans l'objectif. Plus le filtre devient noir, moins la quantité de lumière est importante. Les filtres fixes, quant à eux, se fixent sur l'objectif et vous n'allez pas pouvoir changer la quantité de lumière pendant la prise de vue. Ils sont en général de meilleure qualité, mais il faut bien choisir le bon filtre avant de partir en tournage. L'utilisation de filtres ND vous permet également de maintenir une bonne vitesse d'obturation. Évitez de rajouter trop de saturation dans vos prises de vue. Au tournage, en général, privilégiez le format log ou flat qui vous permettent d'avoir une image sans la saturation. Vous pourrez l'ajouter ensuite au montage, mais veillez à ne pas en ajouter trop pour ne pas avoir un effet amateur. Pour savoir si votre saturation est correctement dosée ou pas, regardez le visage de vos personnages. Si vous avez le visage d'un personnage trop rouge et des couleurs en général qui ressortent trop dans l'image, c'est que vous avez une sursaturation. Lorsque vous effectuez votre prise de vue, évitez de monter le paramètre de contraste, vous pourrez le régler en post-production. Quand vous êtes en montage, évitez de surcontraster vos images, vous risquez de perdre énormément de détails dans les tons foncés et cela produira en général une image plus amateur. Deuxième secret, les techniques de prise de vue cinéma. En réalisation vidéo, il existe différentes techniques de prise de vue qui vous permettront de raconter vos histoires. On distingue tout d'abord les valeurs de plan. Le premier, qu'on appelle le plan large, ça va être le plan le plus large possible que vous pouvez faire avec votre appareil photo ou votre caméra. Ça vous permettra notamment d'introduire un décor. Si jamais vous filmez un décor de personnages dans une montagne, vous allez filmer la montagne en plan large pour voir les personnages justement à l'intérieur et les introduire dans le décor. Le plan américain, qui est parmi mes plans préférés, est un plan que l'on désigne aussi plan Colt, qui vient tout droit des westerns. Dans les vieux westerns à l'époque, ils filmaient justement ce fameux plan Colt lorsque vous aviez les duels dans la ville entre deux cow-boys. La caméra coupait alors au niveau du Colt, c'est-à-dire le pistolet que portait le cow-boy au niveau du pantalon. Et c'est donc de là que vient la désignation plan Colt ou plan américain. Le plan taille, qui va être un plan
coupé au niveau de la taille, un peu plus serré que le plan américain, va permettre de recentrer l'action un peu plus sur le personnage. Le plan poitrine est énormément utilisé dans les scènes de champ contre champ. Lorsque vous avez 2 ou plusieurs personnages qui sont en train de dialoguer, vous allez alors utiliser cette valeur de plan qui est très bien adaptée pour le dialogue. On distingue aussi le plan italien, le gros plan et le très gros plan que nous aborderons dans la formation. Voici un exemple de publicité que j'ai réalisé où j'ai eu recours à l'utilisation de différentes valeurs de plan. On peut voir ici que chaque valeur de plan mixée au montage permet de construire un montage cohérent. Afin de pouvoir filmer de manière pro toutes ces valeurs de plan, vous devez maîtriser la composition d'image. En composition d'image, il y a plusieurs types de cadrage possibles. On peut dans un premier temps cadrer de manière centrale, c'est-à-dire que tous vos éléments sont centrés dans l'image, ou alors utiliser le cadrage avec la règle des tiers. La règle des tiers consiste à diviser l'écran verticalement en 3 parties et horizontalement en 3 parties également. Cela vous permet alors d'obtenir 2 lignes fortes horizontales et 2 lignes fortes verticales. On appelle point fort les zones d'intersection des lignes fortes. Lors de la lecture d'une image, l'œil humain lit de gauche à droite puis de haut en bas. Nous voyons en premier les couleurs vives, les apparences d'êtres vivants, mais également les regards. Si l'on place un élément sur une ligne forte ou un point fort, on attire l'attention du spectateur. En utilisant les lignes fortes, horizontales ou verticales, vous obtenez une image plus harmonieuse. Pour les utiliser, vous pouvez par exemple placer la ligne d'horizon sur une ligne forte. De la même manière, vous pouvez donner plus d'importance à des éléments dans votre image en les plaçant sur les lignes fortes ou les points forts. En règle générale, la plupart d'entre nous a l'habitude de placer l'horizon au centre de la photographie. Si cela peut convenir dans certains cas, le résultat est souvent une photo assez banale. Pour mettre en valeur un décor, on peut par exemple aligner l'horizon soit sur la ligne horizontale du haut de la vidéo, si on souhaite mettre en avant le paysage, soit sur la ligne horizontale du bas, si on souhaite par exemple mettre en valeur un beau ciel nuageux. Dans la composition d'image, on peut également utiliser ce qu'on appelle les lignes directrices et la perspective. En photographie ou encore en dessin, les fuyantes désignent des lignes qui partent toutes vers une même direction. Naturellement, l'œil a besoin de suivre des lignes et d'arriver sur quelque chose. On peut distinguer différentes notions. On parle de lignes de fuite pour désigner toutes les lignes qui vont tracer la perspective de l'image. Ces lignes vont se croiser en un point que l'on appelle point de fuite. On distingue également des lignes verticales que l'on appelle lignes de force qui vont permettre d'accentuer l'effet de perspective et de donner l'impression qu'une photo 2D est en 3 dimensions. Enfin, la ligne d'horizon désigne tout simplement l'horizon de votre vidéo. Les lignes horizontales transmettent en général une sensation de calme et de sérénité. Au contraire, les lignes verticales symbolisent la force et la puissance. En guidant le regard du spectateur, les diagonales, quant à elles, inspirent une forte impression de dynamisme. En utilisant les lignes horizontales, les lignes verticales, les diagonales ou bien les 3 en même temps, vous pouvez ainsi créer des compositions d'images plus dynamiques. Lorsque vous utilisez les lignes verticales et horizontales dans votre composition d'image, faites bien attention au parallélisme. Le parallélisme, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'avoir des droites parallèles dans votre image. Si vous filmez par exemple un champ et que vous avez la ligne d'horizon nettement définie, faites bien attention que cette ligne d'horizon soit alignée par rapport au cadre de votre image. Si elle n'est pas alignée, l'œil humain va la voir instantanément et cela va provoquer une impression d'image bâclée. Si vous avez raté votre prise de vue, pas de panique, en post-production, vous avez toujours la possibilité de zoomer dans l'image, utiliser la rotation pour pouvoir redresser vos vidéos. Vous pouvez également avoir des problèmes de sujets croppés bizarrement, mal cadrés. On voit alors que la composition n'est pas bien pensée, elle est trop aléatoire et qu'il n'y a aucune intention artistique derrière. Pensez également à centrer le sujet d'une image lorsque vous avez un personnage à filmer de manière centrale. Ne le mettez pas trop à gauche ou trop à droite. Vraiment, c'est bien de respecter le centre. La composition d'image est l'élément le plus important de votre prise de vue. Vous devez respecter les différentes règles de composition afin de produire un résultat professionnel. Pensez également à respecter l'équilibre des couleurs. N'associez pas des couleurs qui ne sont pas complémentaires. Cela pourrait totalement gâcher votre image et la rendre beaucoup plus amateur. Faites attention aux déchets en arrière-plan. Quand vous cadrez, pensez toujours à votre composition d'image, à votre décor, à ce qui est présent dans votre scène ou non. Lorsque vous avez un élément non désiré dans votre image, qu'on appelle aussi déchet, cela va complètement gâcher votre composition d'image. N'oubliez pas non plus de respecter le sens du regard qui vous impose de laisser de l'air dans une direction. Il existe également une règle des 180 degrés et des 30 degrés qu'il vous faudra absolument respecter pour ne pas nuire à la lisibilité de vos vidéos et avoir ainsi un rendu cinématographique. Ces techniques seront expliquées en détail dans la formation. Nous verrons également les notions de tilt et panoramique. Lorsqu'on déplace la caméra, on parle alors de travelling. Il en existe plusieurs sortes. Le travelling avant-arrière pour se déplacer en avant ou en arrière, le travelling latéral pour se déplacer de gauche à droite ou de droite à gauche, le travelling circulaire, le travelling vertical et enfin le travelling compensé ou transtrave. À savoir, lors de la réalisation de ces mouvements, surtout le travelling avant ou arrière, plus vous êtes proche du sol, plus la sensation de vitesse va être amplifiée. C'est le cas par exemple dans ce plan drone que j'avais effectué en Espagne. Regardez comme on a l'impression de vitesse par rapport au deuxième plan que je vais vous montrer maintenant. La seule différence réside dans le fait que j'étais au premier plan et à ras du sol, on a vraiment cette impression de vitesse amplifiée.
Il existe également le mouvement caméra-épaule qui vous permettra de donner encore plus d'immersion à vos films. N'oubliez pas de stabiliser vos plans quand vous faites ce type de travelling. Ne faites pas ça à la main, ça va pas être joli. C'est ça qui donne justement cet aspect amateur. Pour professionnaliser vos vidéos, privilégiez des mouvements propres et stables et maîtrisés. Ne faites pas non plus trop de mouvements, ça ne sert à rien. Vraiment, justifiez vos utilisations de mouvements. Quand vous avez par exemple un décor à présenter, faites un travelling avant ou arrière selon l'intention que vous souhaitez apporter. Et quand vous avez un personnage, n'oubliez pas d'utiliser un stabilisateur type Ronin S pour pouvoir le suivre en déplacement. Pensez également, lorsque vous n'avez pas d'autre choix que de filmer à la main, à utiliser la sangle pour stabiliser votre caméra et avoir des prises de vue propres. Vous pouvez également rapprocher la caméra de votre corps pour stabiliser le boîtier et produire des images beaucoup plus stables. Lorsque vous effectuez des travelling avant ou arrière avec votre caméra, pensez à utiliser un grand angle. En effet, avec un grand angle, on voit moins les tremblements et on aura plus la sensation de stabilité. Lorsque vous effectuez un mouvement de caméra en vidéo, il faut toujours qu'il y ait une intention derrière. Si vous faites par exemple un travelling avant, il faut qu'il y ait une intention avant d'effectuer ce travelling. Vous pouvez éventuellement stabiliser vos images en post-production, mais je vous recommande d'avoir l'image la plus stable possible au tournage. Afin de vous guider dans le processus d'achat d'un stabilisateur, vous trouverez une vidéo présentant mes 5 conseils pour choisir un stabilisateur. Un chapitre entier est également consacré à l'utilisation d'un stabilisateur du type Ronin S afin de vous permettre de l'utiliser dans les meilleures conditions possibles. Nous verrons étape par étape le montage et calibrage de cet accessoire, l'utilisation sur l'application dédiée ainsi que mon top 10 des mouvements. Un second chapitre vous expliquera étape par étape comment choisir votre drone, comment le mettre en route et le paramétrer, mes réglages cinéma ainsi que mon top 10 des mouvements réalisables avec un drone qui pourra largement vous permettre d'améliorer vos plans de vue aériens. Lorsque vous placez votre caméra pour filmer votre sujet, vous avez plusieurs solutions d'angle de prise de vue. Vous pouvez dans un premier temps placer la caméra plus basse que le sujet, monter un petit peu la caméra, c'est ce qu'on appelle la contre-plongée. La contre-plongée va apporter une intention forte à votre image, elle va donner de la prestance à votre personnage, elle va lui donner une dimension beaucoup plus présente que filmer normalement. Cela va être pratique pour filmer des personnages et leur donner un aspect plus imposant dans l'image. L'angle en plongée va au contraire accentuer la vulnérabilité de votre personnage. Il va donner une intention moins écrasante au personnage, au contraire, on va avoir l'impression de dominer le personnage et de le regarder vers le bas. Si vous filmez au drone, vous pouvez effectuer ce qu'on appelle un top shot. Ça va être pratique pour filmer notamment une voiture qui se déplace. C'est un plan qui est beaucoup utilisé pour présenter des décors, par exemple, ça peut être un plan d'illustration qu'on appelle stock shot lors d'un tournage de série sur une ville de New York, par exemple, vous avez les immeubles filmés en top shot. On peut également suivre une voiture, vous pouvez effectuer ce genre de plan aussi en intérieur, moyennant quand même une certaine technique, parce que pour aller placer la caméra en hauteur et la panoter à 90 degrés, ça demande quand même certaines installations. Vous pouvez utiliser ce type de plan pour filmer vos personnages et les isoler dans des grands décors. Ça peut être bien si vous avez par exemple un personnage qui lève les bras au ciel, comme la fin du film Scary Movie, où le personnage découvre l'identité du vrai tueur. Il est alors totalement scandalisé, il est seul au monde, il lève les bras, il regarde en l'air et on voit la caméra qui se lève tout haut dans le ciel juste avant qu'il se prenne un bus. C'est un film qui est totalement second degré, mais l'utilisation du top shot est justifiée dans cette scène. Vous avez ensuite le plan à hauteur des yeux, c'est le plan normal, c'est le plan avec lequel je suis en train de me filmer actuellement. Il n'y a pas d'intention narrative particulière, je ne me suis pas filmé ni en plongée ni en contre-plongée, c'est vraiment droit, je suis en train de vous parler, je n'ai pas d'intention de dominer ou d'être dominé dans la scène, c'est l'angle qu'on utilise le plus couramment en cinéma ou en vidéo en général. Pour terminer, vous avez enfin ce qu'on appelle le Dutch Angle. Le Dutch Angle, c'est tout simplement un angle qui va être un petit peu distordu, mais volontairement dans la vidéo. J'ai utilisé cette technique en 2016 lors de la réalisation de mon film The Shoes. J'ai volontairement cassé l'horizon pour produire une image un peu plus dérangeante, un peu plus étroite et malaisante. C'est un moment où le personnage découvre qu'il atterrit au moins 666, donc un étage totalement fantaisiste, fantastique. Il tombe en ascenseur et atterrit à cet étage-là. Quand il sort, il ne sait plus où il est totalement déboussolé et perdu. Ça crée le malaise et accentue l'intention d'un danger imminent. Attention à ne pas trop utiliser le Dutch Angle, ça peut être vraiment mal perçu au niveau de la cinématographie. C'est vraiment quand il y a une intention narrative justifiée que vous pouvez placer votre caméra de cette manière. En photographie, le bokeh désigne le flou artistique en arrière-plan. Si vous avez un personnage qui est filmé, que ce soit de face ou de dos, et que vous avez tout l'arrière-plan qui est flouté, ça va produire justement l'effet de bokeh. Cet effet de bokeh est énormément utilisé en cinéma. Vous avez sans doute remarqué que quand vous voyez un personnage, le reste du décor est flou, donc tout l'arrière-plan. Et ça justement, ça va donner le côté cinématographique et professionnel de votre vidéo. N'hésitez pas à utiliser cette technique pour mettre en avant un sujet ou un objet dans vos vidéos. Et vous pouvez également réaliser ce qu'on appelle la bascule de point. C'est-à-dire que vous allez passer d'un décor net à un décor flou pour vous permettre de raconter quelque chose. Ces mouvements-là, le bokeh, la bascule de point, vont vous permettre au niveau de la narration de centrer encore plus l'attention du spectateur sur ce que vous désirez montrer à l'image. Troisième secret, l'éclairage d'un film. Je le répète assez souvent, mais la lumière est un élément très important pour votre qualité d'image. C'est elle qui va diriger l'intention au niveau de votre composition d'image. Vous allez pouvoir montrer au spectateur ce que vous voulez qu'il voit à un moment présent.
Avoir une bonne lumière est donc indispensable pour avoir une qualité d'image cinématographique. Je voudrais vous montrer la différence entre un plan non éclairé, c'est-à-dire sans éclairage, et un plan éclairé avec une lumière maîtrisée. Comme vous pouvez le constater, le plan où on a respecté les notions d'éclairage est nettement mieux, il est nettement plus cinématographique. C'est la raison pour laquelle vous devez absolument prêter attention à la lumière dans chacun de vos plans. Chaque caméra possède un dynamic range. C'est tout simplement le rapport entre les pixels les plus sombres et les plus clairs de l'image. Plus vous avez un rapport élevé entre ces deux valeurs, plus votre image va être détaillée et définie, ce qui permettra de la rendre plus cinématographique. Grâce à un bon éclairage, vous pourrez ainsi étendre le dynamic range d'une caméra et utiliser pleinement le potentiel de cette dernière. Je vous recommande également d'utiliser un filtre polarisant. Il a pour particularité de faire ressortir les couleurs en augmentant le dynamic range. Ça va être donc très pratique si vous voulez faire ressortir par exemple un bon ciel bleu ou alors le vert d'une prairie ou encore le marron jaune ocre d'un désert. C'est un filtre que je transporte tout le temps avec moi lors des tournages, notamment pour les tournages en extérieur. Ça vous permet d'avoir de belles images avec un beau ciel bleu et de conserver tous les détails dans les hautes et basses lumières d'une image. Ce filtre vous permettra également de supprimer tous les reflets indésirables de vos vidéos et vous aurez ainsi plus de possibilités de mise en scène. À savoir, lorsque vous êtes en tournage, si vous avez trop de lumière et que vous ne pouvez pas régler l'intensité de votre source lumineuse, pensez à l'éloigner. En effet, plus vous éloignez la source lumineuse du sujet, moins la puissance délivrée par la lumière sera importante. Par contre, vous aurez une étendue plus large de la lumière, c'est-à-dire qu'elle s'appliquera à plus de zones de votre image, donc vous aurez un éclairage moins centré. Autre petite recommandation, pensez toujours à placer vos projecteurs en hauteur, de manière à projeter les ombres au sol et ne pas les plaquer contre un mur. On distingue deux types de lumière. La lumière brute désigne toute la lumière qui va créer des grosses ombres sur vos personnages. Ça peut être par exemple la lumière du soleil, c'est une lumière qui est très brute puisqu'en fait elle est directe, il n'y a pas de diffuseur. A contrario, si vous tournez par temps nuageux, vous aurez ce qu'on appelle une lumière douce. Cela va permettre de diffuser les ombres sur un visage de personnage, ça peut être très utile par exemple, ça vous permet d'avoir un éclairage plus doux et un meilleur rendu visuel. À savoir également, plus la source lumineuse est grosse ou proche d'un sujet, plus la lumière sera douce. A contrario, plus la source lumineuse est petite ou loin d'un sujet, plus la lumière sera dure. Sur la plupart des projecteurs professionnels, vous pouvez spotter ou flouder la lumière. Spotter la lumière vous permettra de réduire l'angle du faisceau, c'est-à-dire qu'avec ça, vous pourrez plus recentrer l'attention sur un sujet particulier dans l'image. En utilisant la technique du flood, vous allez répandre le faisceau lumineux, il y aura donc un angle plus élevé et vous pourrez donc éclairer de manière plus uniforme. Il existe en cinéma différentes techniques connues d'éclairage. Première technique, la technique d'éclairage Rembrandt. Cette technique, qui vient tout droit de la peinture, est appliquée aussi bien au milieu de la peinture, du cinéma et de la photographie. Elle permet d'avoir un rendu très contrasté. Vous utilisez un seul projecteur placé à 45 degrés de votre sujet. Cela vous donne un espèce de petit triangle sur l'autre côté du visage. C'est ce que vous avez sans doute remarqué sur la plupart des films hollywoodiens. Cet éclairage est très utile pour créer une sensation d'intimité dans la scène. Deuxième technique, la technique de l'éclairage latéral. La technique de l'éclairage latéral consiste à placer un projecteur sur le côté de votre acteur, donc vous éclairez vraiment une seule face, et pour l'autre face, vous placez un réflecteur, de manière à créer un contraste sur le visage du personnage. C'est une technique très couramment utilisée à Hollywood et elle permet de mettre en avant un sujet en le détachant de l'arrière-plan. Cette technique a pour avantage de donner un côté flatteur au visage du personnage. On l'utilise assez souvent pour éclairer les personnages féminins en cinéma. Nous verrons dans la formation complète 6 autres techniques d'éclairage pour améliorer vos vidéos et avoir un rendu professionnel. Lorsque vous arrivez sur un décor, la première chose à regarder est le placement de la lumière naturelle. En effet, si vous avez la lumière qui arrive en face de votre acteur, vous allez l'éblouir et créer des ombres dures sur l'image. Ça va donner une image pas très esthétique et pas cinématographique. Privilégiez l'utilisation de la lumière naturelle en contre-jour ou à la limite en latéral. Ce que vous devez vous dire, c'est que la lumière du jour va changer, il va y avoir des nuages qui vont passer, le soleil va baisser, le soleil va monter, bref, toutes les complications possibles pour votre tournage. Essayez de ne pas dépendre de la lumière du jour pour vos plans. Si vous pouvez boucher toutes les entrées de jour sur un tournage, c'est encore mieux, vous saurez alors mettre à 100% de la lumière du décor. Lorsque vous êtes en tournage en extérieur, que vous devez éclairer un sujet, utilisez le soleil en contre-jour de manière à ne pas éblouir le sujet. Couplez à cela un petit réflecteur qui va venir rattraper l'intensité lumineuse sur le visage du personnage. Si vous n'avez pas le choix et que vous êtes obligé de filmer le personnage avec le soleil dans votre dos, c'est-à-dire qu'en gros le personnage va être ébloui par le soleil, ça va créer des ombres dures et une image pas du tout douce, vous pouvez éventuellement utiliser un diffuseur. Pour cela,
Pas besoin de dépenser des fortunes, utilisez votre réflecteur, mettez-le sur un trépied. Cela vous permettra de diffuser la lumière qui arrive directement du soleil et de ne pas éblouir l'acteur et de pouvoir ainsi diffuser la lumière. Vous passerez donc d'une lumière brute à une lumière douce. Évitez de tourner à midi. Le soleil en général est pas bon pour les tournages, ça va causer de mauvaises ombres et créer une lumière beaucoup trop dure. Pour avoir la meilleure lumière en extérieur, tournez à la Golden Hour. La Golden Hour, c'est quoi? C'est tout simplement le soleil 1 heure après le lever et 1 heure avant le coucher. Ça vous permet d'avoir un effet un peu orangé, c'est là que vous produirez vos plus belles images. N'hésitez pas notamment à jouer avec les effets de flair que produit le soleil à ce moment-là, vu qu'il est très bas. Vous pouvez placer le sujet avec le soleil en backlight, c'est ce que je vous recommande, et vous avez derrière les petits flares de soleil. Ça peut donner vraiment un aspect cinématographique. A contrario, si vous placez le sujet face au soleil, c'est-à-dire qu'il y a le soleil qui va dans ses yeux, déjà premièrement il va être ébloui, et en plus vous aurez une image très cramée, ça va produire de mauvaises ombres et ça va pas donner un aspect cinématographique. En plus de cela, vous aurez plus de brillance du soleil sur la peau du personnage. Pensez toujours que le soleil fait ressortir les couleurs. Si vous tournez une comédie par exemple, ça va être intéressant d'utiliser le soleil pour avoir vraiment des couleurs éclatantes. Si vous tournez un film d'horreur, ça sera donc un ton un peu plus sombre, un peu plus terne. Vous pourrez tourner par temps nuageux, il n'y aura pas de problème, ça va raccorder avec votre intention narrative. A noter également, lorsque vous tournez des gros plans visage, ça va être plus intéressant d'avoir un temps nuageux parce qu'en fait, les nuages vont agir comme un diffuseur. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une lumière du soleil très brute, très dure, vous aurez une lumière plus adoucie, comme si vous placiez un espèce de diffuseur devant votre projecteur. Un bon éclairage vous permettra de produire des images avec des détails dans les basses, les moyennes et les hautes lumières. Ne vous fiez pas uniquement à l'image du viewer de votre caméra, privilégiez l'analyse de votre histogramme, que ce soit au niveau de la luminosité ou des couleurs, c'est là que vous aurez le résultat le plus fiable. Quatrième secret, prise de son, musique et bruitage. Le son représente 50% d'une vidéo. Si vous n'avez pas un bon son, vous n'allez pas avoir une bonne vidéo. Vous devez absolument acheter un micro pour le brancher en externe sur le port mini jack de votre caméra. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir un son vraiment atroce. Le son interne de toutes les caméras que vous pourrez trouver sur le marché est très mauvais. Vous entendez le bruit du moteur, vous entendez tous les sons extérieurs, tous les sons environnants, vous entendez l'écho de la pièce. Ça va pas vraiment être un son professionnel et c'est la raison pour laquelle vous devez acheter un micro. Je vous donnerai dans la formation mes conseils sur des micros à prix abordable pour vous éviter de vous ruiner lors de cet achat. Vous n'avez pas besoin d'investir une fortune pour avoir un bon son. Lorsque vous allez percher une voix, réglez votre enregistreur. Faites bien attention que le signal de votre voix module entre -24 et -12 dB. Cela vous permettra d'éviter la saturation. Si vous avez un acteur qui crie à un moment donné de votre vidéo, vous pourrez contrer le problème. Si vous avez un niveau en dessous de -24 dB, lorsque vous allez rehausser le son, vous créerez ce qu'on appelle du souffle en audio. Si vous avez un volume trop élevé, vous risquez de saturer votre son. Pour rappel, un son qui dépasse les 0 dB est saturé. Cela produit une ligne droite au niveau de la waveform et donne un son de très mauvaise qualité, très peu audible. Pensez bien que plus vous rapprochez le micro de la bouche du personnage, plus le son sera timbré. Timbré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous capterez au maximum toutes les fréquences, que ce soit les fréquences aiguës, moyennes et graves de votre personnage. Vous aurez alors un son riche et de bonne qualité. Au contraire, si vous éloignez de l'acteur et le micro, vous aurez un son beaucoup moins timbré. Alors que si je me rapproche juste ici, vous entendez que c'est beaucoup mieux timbré. Lorsque vous faites votre repérage, faites bien attention de ne pas avoir trop d'écho dans la voix. Si par exemple vous allez dans une église, vous entendrez votre voix résonner et résonner et résonner à l'infini. Ce type d'endroit où il y a beaucoup de réverbération de la voix, beaucoup d'écho, ne vous permettra pas d'enregistrer un son de bonne qualité. Le son sera alors beaucoup moins audible, beaucoup moins clair et le spectateur aura du mal à pouvoir suivre correctement les dialogues de vos personnages. Assurez-vous également lors du montage de ne pas trop monter vos pistes audio. Si vous avez bien pris le son pendant le tournage, il ne faut pas venir le gâcher pendant le montage. Il est inutile en montage de monter une piste audio au maximum, encore plus forte parce que vous n'avez pas l'impression de bien l'entendre et d'ainsi saturer le son. Vérifiez toujours le vumètre sur votre logiciel de montage qui vous permet de repérer la saturation. Lorsque vous avez un vumètre qui devient rouge, vous avez généralement une saturation, c'est que vous avez trop monté le volume de votre voix. La musique de n'importe quel film a une fonction importante. C'est elle qui va participer à l'immersion du spectateur et donner ainsi une ambiance et un rythme à la vidéo. Elle va ainsi illustrer l'histoire et la rendre encore plus captivante. Une note de piano sur une scène d'un personnage ouvrant une lettre par exemple va donner un ton dramatique à l'histoire. Si vous prenez maintenant cette même scène et que vous mettez du rock'n'roll, cela n'aura plus rien à voir. Elle permet donc de faire passer l'émotion des personnages. To the woman my husband loves. If you're reading this then, it must be true. Elle permet aussi de lisser des scènes dans un film, permettant ainsi d'assurer la continuité de l'histoire malgré les changements de plan. Elle atténuera également les éventuels problèmes de prise de son qu'il peut y avoir sur un tournage. Ça peut être un frottement de micro, ça peut être du bruit, du souffle, du vent. Tout ça, ça va être atténué par la musique. La musique permet également de situer une action. Si jamais vous avez une scène située à Paris, vous n'aurez pas la même musique qu'une scène située au Japon.
Le plus important dans tout ça reste de transmettre le bon message aux spectateurs en utilisant les bonnes musiques et les bons bruitages. Nous verrons dans la formation toutes les notions de son en détail, notamment la sonorisation d'un film étape par étape, des bruitages à la musique en passant par le sound design et les dialogues. Pour info, avec la formation, vous avez 2 mois supplémentaires offerts sur l'abonnement à Artlist, une bibliothèque illimitée de musique et bruitages libres de droit pour vos vidéos. Je vous ai glissé également une centaine de musiques et bruitages libres de droit que vous pourrez utiliser dans vos montages. Une fois que vous aurez mis en place tous ces conseils, il ne vous restera plus qu'à vous lancer et tourner votre vidéo. Cependant, avant de partir en tournage, il y a un élément primordial à ne pas négliger, le scénario. Le scénario est en quelque sorte votre guide pour la totalité de votre tournage, vous ne pouvez pas partir en tournage sans en avoir un. Il est bien beau de savoir produire de belles images, mais si vous ne savez pas comment les mixer entre elles, elles ne vous serviront à rien. Chaque vidéo se doit de respecter au minimum une structure narrative traditionnelle. Tout d'abord l'introduction qui présentera et situera votre action, un élément perturbateur ou turning point qui marquera la transition vers la partie développement, le développement, un deuxième turning point qui marquera la transition vers le dénouement, et pour terminer, le dénouement. Cette structure classique en 3 actes vous permettra d'avoir un guide pour vos montages et de ne pas monter dans n'importe quel sens sans intention narrative. Une vidéo sans aucune intention ne suscite aucune émotion chez le spectateur. N'oubliez pas non plus que chaque plan que vous tournez devra raconter quelque chose au montage. Chacun doit avoir son utilité et apporter sa contribution au scénario. Pour gagner du temps au montage, préparez vos plans à tourner avant le tournage afin d'avoir quasiment votre montage de prêt. Nous aborderons cette notion en pratique dans la partie montage d'une vidéo promotionnelle Instagram. 6e secret, montage et étalonnage. Dans la formation, je vous expliquerai étape par étape comment monter une vidéo après le tournage. Nous apprendrons notamment comment organiser les fichiers sur l'ordinateur, mais également à accélérer votre vitesse de montage en convertissant vos rushs 4K en basse def via les proxys. L'école des vidéastes inclut également mes formations existantes montage d'une vidéo YouTube, montage d'une vidéo de voyage, montage d'une publicité et montage d'une vidéo Instagram. Vous aurez ainsi tous mes process de travail sur ces différents types de projets. Les cuts en montage vidéo sont des coupes qui peuvent être réalisées de différentes manières. Selon le type de cut choisi, vous pouvez apporter une intention différente à la narration ou tout simplement fluidifier et dynamiser vos vidéos. Première technique, le cut classique. Le cut classique est le cut le plus simple à réaliser au montage. Vous coupez une partie d'un rush à un moment précis et vous raccordez avec le rush suivant. Faites toujours attention à ce que le plan suivant raccorde correctement avec le précédent. Si vous avez par exemple un sujet en mouvement dans votre image, assurez-vous de conserver la direction de ce dernier dans le plan suivant. Deuxième technique, le jump cut. Le jump cut est une technique de montage consistant à couper différents moments d'un même plan dans le but de le dynamiser. Une fois sur votre timeline, coupez les passages inutiles de votre vidéo. Utilisez la fonctionnalité supprimer les espaces vides sur Premiere Pro afin de tous les raccorder. Vous avez ainsi un montage beaucoup plus dynamique et fluide. Cette technique est très utilisée dans le montage de vidéos YouTube afin de supprimer les hésitations des youtubeurs. En cinéma ou en publicité, cette technique est à utiliser avec parcimonie et permet de dynamiser une scène. Troisième technique, le raccord dans l'axe. Le raccord dans l'axe consiste à couper dans le même plan puis à zoomer ou dézoomer dans la partie suivante. Vous pouvez par exemple utiliser cette technique dans le montage de clips musicaux afin de créer une nouvelle valeur de plan et coller encore plus au rythme de la musique. Ah bon ? Un max de blé pour la mélanie. Pour les vidéos YouTube, vous pouvez également appliquer cet effet pour éviter les sautes d'images visibles lors de l'utilisation trop récurrente de jump cut. Quatrième technique, le J-cut. Le J-cut est très souvent utilisé au cinéma pour lisser une transition entre 2 séquences. Il consiste à faire démarrer le son de la scène suivante pendant la fin de la scène en cours. Cette technique vous permettra ainsi d'améliorer vos transitions dans vos montages vidéo. Sur votre timeline, tirez la partie audio de la fin de votre premier plan et raccordez l'audio du plan suivant de manière à créer une forme de J sur votre montage vidéo. Le J de J-cut vient de cette forme particulière que l'on peut remarquer sur le montage vidéo. Cinquième technique, le L-cut. Le L-cut est tout simplement l'inverse du J-cut. Également très utilisé en cinéma, il permet de lisser la transition entre 2 séquences en faisant déborder le son de la scène en cours sur le plan suivant. Sur votre timeline, tirez vers la droite la partie audio de début de votre plan suivant et raccordez l'audio du plan précédent de manière à créer une forme de L sur votre montage. Le L-cut tient son nom de la forme particulière que l'on peut remarquer sur le montage en appliquant cette technique. You can be certain that nothing will escape this top-of-the-line security system. Sixième technique, le champ contre champ. Le champ contre champ est une technique énormément utilisée en cinéma et permet notamment de filmer des dialogues. Pour l'utiliser correctement, vous devez respecter la fameuse règle des 180 degrés. Cette technique vous permettra de professionnaliser vos échanges entre les différents protagonistes de votre vidéo, mais également de raccorder correctement des interactions entre 2 sujets d'une vidéo. Si vous avez par exemple un personnage regardant un objet, vous pouvez utiliser le champ contre champ au montage pour rendre le tout plus dynamique. Septième technique, le cut dans l'action. Le cut dans l'action consiste à couper un plan en pleine action et le raccorder sur la même action filmée depuis un angle différent. Cette technique est très largement utilisée à Hollywood pour filmer les scènes d'action ou de combat. Huitième technique, le montage parallèle. Le montage parallèle consiste à montrer au montage plusieurs scènes dans la même temporalité mais à des lieux différents. Cette technique vous permet de raconter ainsi plusieurs histoires en même temps dans votre vidéo. Elle est souvent utilisée au cinéma pour montrer le déroulement de grosses opérations comme les scènes de braquage du film Ocean 11. Neuvième technique, les plans de coupe ou B-roll.
Les plans de coupe, plus récemment rebaptisés par un fameux youtubeur B-roll, permettent d'illustrer les propos d'un protagoniste dans une vidéo. Pour réaliser cette technique, placez tout simplement votre plan d'illustration sur la piste supérieure de votre timeline. Cela vous permettra ainsi de pouvoir donner plus de rythme et de diversité au montage en n'étant pas limité à un seul plan. N'oubliez pas lors de vos tournages de tourner un maximum de plans de coupe, cela vous permettra de dynamiser au maximum votre montage. 10e technique, le montage. Baptisé montage par les anglo-saxons, à ne pas confondre avec montage vidéo en français, cette technique est utilisée pour raconter une histoire au sein d'une même séquence dans une temporalité qui évolue. Elle pourra être utilisée par exemple pour montrer dans un film le héros qui se prépare avant un combat. Contrairement au jump cut qui lui consiste à couper un même plan, ici vous pouvez utiliser différentes valeurs de plan, différents décors dans le but d'apporter une seule information principale. 11e technique, le match cut. Le match cut est sans doute la technique la plus spectaculaire pour les spectateurs. C'est un effet de transition permettant de passer d'une scène à une autre en réalisant la même action dans les deux plans. Cette technique existe sous 3 différentes formes: graphique, mouvement et audio. Le match cut vous permettra de donner un effet spectaculaire à vos vidéos et de pouvoir plus facilement fluidifier vos transitions vidéo. Une fois le montage terminé, vous devrez réaliser ce qu'on appelle l'étalonnage ou correction colorimétrique. Ce processus se déroule en 2 étapes distinctes. Premièrement, l'étalonnage primaire permet d'uniformiser tous les plans les uns avec les autres de manière à ce qu'ils se mixent tous ensemble. Il permet notamment de supprimer les dominantes de couleurs ou de luminosité non désirables, rendant vos vidéos amateurs. Deuxièmement, l'étalonnage secondaire apporte la patte artistique à l'étalonnage grâce à l'utilisation de différents outils permettant de faire ressortir ou non certaines zones de l'image. C'est à cette étape que l'on ajoute une lutte, fait ressortir un ciel ou un regard. L'école des vidéastes inclut également ma formation complète de 12 heures sur Adobe Premiere Pro. Dans cette formation, je vous propose dans un premier temps d'étudier les fonctions de base de la création d'un montage sur Adobe Premiere Pro. Nous verrons ensuite les effets vidéo. Nous aborderons ensuite la partie audio du logiciel, la création et la modification de texte, l'étalonnage numérique ou correction colorimétrique, l'incrustation sur fond vert et pour terminer, nous verrons l'exportation. 7e secret, les effets et le motion design. L'école des vidéastes inclut également ma formation complète à After Effects. Nous verrons dans un premier temps les notions essentielles d'Adobe After Effects CC. Nous aborderons ensuite l'animation grâce aux images clés. Nous attaquerons sur le remappage temporel, les masques ainsi que les calques de forme. Nous enchaînerons ensuite sur les effets d'Adobe After Effects, la création et l'animation de texte, l'étalonnage numérique ou correction colorimétrique. Nous aborderons ensuite l'incrustation sur fond vert, la rotoscopie ou le détourage. Nous verrons ensuite la 3D qui vous permettra de créer des formes ou des textes en 3D et de les animer. Nous enchaînerons avec le tracking qui vous permettra de suivre des objets tout au long d'une vidéo. Nous verrons ensuite les expressions. Arrivera ensuite la partie consacrée aux effets spéciaux pour le cinéma, l'animation de personnages grâce à l'outil marionnette. Nous parlerons également des plugins et des scripts. Je vous proposerai ensuite une initiation au motion design avec le plugin gratuit Animation Composer, l'exportation, les trucs et astuces, et nous terminerons par les travaux pratiques. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Adobe After Effects n'est absolument pas un logiciel de montage. On ne réalise pas des montages dessus. After Effects permet de réaliser tous les effets, transitions, animations de texte et motion design utiles à la réalisation de vos vidéos. Ce logiciel vous permettra d'aller beaucoup plus loin dans la créativité et vos vidéos auront ainsi beaucoup plus de cachet qu'une personne utilisant que des logiciels de montage. Les logiciels de montage et d'effets spéciaux peuvent demander pas mal de ressources informatiques. C'est la raison pour laquelle j'ai inclus dans cette formation une vidéo vous dévoilant mes 4 conseils pour choisir un ordinateur. Avec la formation, vous aurez également 70% de réduction sur le premier mois de l'abonnement Envato Elements, une bibliothèque en accès illimité à des millions de templates, transitions, effets, luttes et animations de texte pour Premiere Pro et After Effects que j'utilise pour mes vidéos. 8e secret, la partie business. Avant de pouvoir devenir réalisateur et pouvoir enfin vivre de ma passion, j'ai démarré comme vous en tant que débutant dans la vidéo. Lorsque j'ai démarré en 2005, je n'avais aucun contact dans l'audiovisuel, mais j'ai pourtant réussi à entrer dans le milieu et travailler pour des artistes reconnus ou des chaînes de TV importantes. Mon but a toujours été de réaliser des films pour le cinéma et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à réaliser des courts-métrages dès l'âge de 14 ans. Originaire de Biarritz, j'ai alors décidé de quitter le Sud pour entrer à l'ESRA Paris, une école de cinéma reconnue. Après avoir réalisé de nombreux clips pour des labels tels qu'Universal, Warner ou Sony et réalisé une fiction pour Canal+, en 2017, j'ai alors réalisé mon premier long métrage d'horreur, The Follower, récompensé et distribué en VOD dans plus de 150 pays. Ce film a été tourné sur 12 jours, incluant 16 personnes dans l'équipe technique. Je vais maintenant vous révéler mes 9 secrets qui m'ont aidé pour réussir à percer dans le milieu du visuel. Premier conseil, il est très important, voire obligatoire, que vous ayez ce qu'on appelle une bande démo. Une bande démo, c'est quoi? C'est tout simplement un mix de tous les travaux que vous avez réalisés dans le milieu de la vidéo. Ça peut être un court-métrage
court-métrage que vous avez réalisé avec une belle lumière, de belles images, etc. Ça peut être un film client que vous avez beaucoup apprécié et qui témoigne de la qualité de votre travail. En gros, vous devez mixer vos plus belles images et faire une vidéo de 1 minute à 1 minute 30 grand max. Pourquoi 1 minute, 1 minute 30 ? Tout simplement parce que les gens n'ont pas le temps, ils sont toujours sur leur téléphone, constamment à regarder des notifications, regarder des mails. 1 minute 30 d'attention pour une personne qui ne vous connaît pas, c'est déjà énorme. Contentez-vous donc de placer sur votre montage de bande démo uniquement vos plus belles images. Deuxième conseil, les réseaux sociaux. En effet, il est indispensable que vous possédiez au moins 1 à 2 réseaux sociaux. Je parle par exemple de Facebook, Instagram. Ce sont des sites vitrines qui vous permettront d'exposer votre travail à des gens qui font le même métier que vous. Vous aurez alors accès par exemple à des groupes Facebook. Il y a des groupes particuliers où vous pouvez trouver des gens qui travaillent dans l'audiovisuel, qui sont sûrement dans le besoin. Cela peut être une bonne technique pour trouver des futurs clients ou alors des futurs employeurs comme des boîtes de production, des chaînes de télé, etc. Ils postent régulièrement des annonces sur ce type de groupe Facebook. Troisième conseil, créez votre site vitrine. Un site internet vitrine vous permettra d'être facilement retrouvable sur Google. Google est le réseau le plus utilisé dans le monde, c'est là où les gens vont rechercher quand ils ont besoin de trouver un réalisateur, quel que soit le type de vidéo. Imaginons que vous ayez une entreprise dans le BTP qui recherche un vidéaste pour réaliser le film de leur entreprise. Ils vont alors se diriger sur Google, ils vont taper réalisateur, film corporate ou film d'entreprise, film BTP. Ils vont alors tomber sur différents sites. Avec un peu de chance, cela peut être le vôtre. Vous devez absolument créer votre site et le mettre en avant sur Google. Quatrième conseil, le mailing. Le mailing est très important, vous devez absolument le faire pour avoir une chance de trouver des clients. C'est ce que j'ai fait pour ma part en sortant de l'école, n'ayant pas de contact. J'ai trouvé sur internet la liste de toutes les boîtes de production avec tous les contacts email. Cela m'a permis de pouvoir tous les contacter, il y en avait plus de 500. Dites-vous une chose, c'est que plus vous envoyez de mails, plus vous avez une chance de recevoir une réponse. Pour ma part, il me semble que j'avais reçu 5 ou 6 réponses, ce n'est pas énorme, mais cela m'a permis de trouver des clients et de pouvoir travailler. Il y a des clients avec qui je bosse encore aujourd'hui. Envoyer des mails bien ciblés et en grande quantité vous permettra alors d'accroître vos chances de travailler dans le milieu audiovisuel. Cinquième conseil, se construire un réseau. Il est très important, surtout dans un milieu assez restreint comme l'audiovisuel, de savoir comment vous construire un réseau. En effet, il existe de nombreux événements auxquels vous pouvez aller gratuitement. Ça peut être des projections de courts-métrages, ça peut être des rencontres d'entreprises. Vous avez également le salon du BTP, le salon du mariage. Tous ces événements, vous pouvez y aller avec votre carte de visite et la donner aux gens qui pourraient être intéressés pour la réalisation d'une vidéo. N'hésitez pas vraiment à vous déplacer, à multiplier vos chances de trouver des contacts dans le milieu. Cela vous permettra d'agrandir petit à petit votre réseau et de trouver des prestations vidéo plus facilement. Vous pouvez également proposer des services gratuits dans un premier temps dans le but de rentrer dans le réseau. Pour ma part, lorsque j'ai commencé, on m'a proposé de travailler gratuitement pour un photographe qui réalisait toutes les pochettes d'albums d'artistes influents de la scène française. En travaillant gratuitement avec lui quelques mois, cela m'a permis de construire mon réseau. J'ai fait des contacts, j'ai même rencontré des futurs clients, que ce soit des artistes ou des producteurs. Grâce à cette expérience, j'ai pu améliorer, voire créer totalement une bande démo. J'en avais pas jusqu'à présent dans le milieu du clip, pour trouver des artistes à clipper dans le milieu musical. Petit à petit, cela permet de trouver des clients de plus en plus importants et de décrocher des budgets de plus en plus gros. Pensez toujours qu'il faut apporter de la valeur aux gens avant de trouver des offres rémunératrices. En effet, en apportant de la valeur, vous créez ainsi non seulement du beau travail, mais de la crédibilité auprès du milieu, ce qui vous permettra de décrocher des contrats. Voici maintenant une liste de toutes les catégories de vidéos qu'il est possible de réaliser. Les films de mariage, le clip, le court-métrage, la publicité, le film d'entreprise, le documentaire, le reportage TV, la vidéo web ou vidéo YouTube et le long métrage. Cela vous laisse donc un large choix de possibilités pour trouver du travail. Sixième secret, être sûr de soi et de son travail. Connaissez votre valeur réelle sur le marché, sachez ce que vous pouvez apporter à tel ou tel client, cela va pouvoir ainsi le rassurer et vous pourrez ainsi décrocher plus facilement des contrats ou des négociations. Afin de pouvoir être plus sûr de soi, n'hésitez pas à vous former dans un domaine où vous avez des faiblesses, ça peut être par exemple les effets spéciaux. Formez-vous pour être sûr de pouvoir vendre ces prestations-là à vos clients. Plus vous serez formé dans un domaine, plus vous aurez confiance en vous et pourrez apporter une valeur significative à votre travail. Septième secret, investir en soi. N'hésitez pas pour montrer ce que vous savez faire à effectuer des travaux perso, que ce soit des courts-métrages, des films corporate démo, des films beauty. Vous pouvez également effectuer des fausses publicités pour montrer que vous savez réaliser des films publicitaires. Vous n'avez pas besoin de débourser d'argent pour réaliser ce type de projet. Vous prenez une caméra, même votre téléphone portable, vous allez dans la rue, vous préparez un projet bien évidemment avant avec un petit scénario et vous réalisez une vidéo. Vous la montez ensuite et vous avez ainsi une bande démo, vous avez de quoi montrer à votre futur client. Investir en soi veut également dire investir dans son propre matériel. En effet, plus vous avez une bonne caméra et un bon ordinateur, plus vous aurez confiance en votre travail. N'hésitez pas à investir lorsque vous avez suffisamment d'argent de côté dans un nouvel ordinateur qui vous permettra de travailler plus efficacement. Vous serez alors plus autonome, vous produirez plus de travail en moins de temps. Au niveau de la caméra, c'est pareil. Rien de plus motivant que de voir de nouvelles images sur votre ordinateur en 4K alors que vous travaillez jusqu'à présent en HD. Cela permettra ainsi de booster votre confiance en vous et d'être ainsi plus crédible auprès de vos clients. Afin de vous aider dans le processus d'achat de votre matériel,
tutoriels, vous trouverez dans la formation un chapitre entier dédié pour chaque catégorie. Vous apprendrez dans ce chapitre comment choisir votre caméra, votre objectif, votre stabilisateur, votre micro, vos filtres cinéma, votre trépied, vos lumières, votre ordinateur ainsi que différents accessoires utiles pour la réalisation de vidéos. 8e secret, créer en permanence. Vous devez absolument réaliser des vidéos régulièrement pour ne pas perdre la main de 1 et de 2 pour montrer ce que vous savez faire à votre entourage, à votre réseau, à votre famille. En produisant constamment de nouvelles vidéos, vous aurez non seulement une bande démo plus étoffée, vous aurez une crédibilité plus grande dans le milieu et vous pourrez démarcher de plus en plus de clients. En produisant régulièrement du contenu, non seulement vous améliorez vos compétences puisqu'à chaque vidéo on s'améliore, vous pourrez également étoffer votre réseau car vous aurez plus de médias à mettre dans votre bande démo et vous pourrez rassurer plus facilement un client réticent. Il est également important d'avoir plusieurs sources de revenus pour pouvoir vivre confortablement de la vidéo. Pour vous donner quelques idées, voici mes principales sources de revenus issues de la vidéo. Première source de revenus, ma source de revenus principale, elle concerne les prestations. Les prestations que j'effectue peuvent être soit de la réalisation cadrage, je vais sur un événement, je filme tout simplement sans faire le montage. Il y a également le montage, je peux travailler par exemple pour une chaîne de télé comme C8 avec laquelle j'ai l'habitude de travailler. Il s'agira alors de monter ce qu'on appelle des magnétos pour des émissions de télé. La plupart du temps, je travaille pour l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. Et il y a enfin les prestations de motion design, donc mon métier de graphiste qui me permet de réaliser du graphisme pour des chaînes télé. Pour ce type de job, j'ai l'habitude de travailler à la fois pour C8 où je réalise des animations, des jingles pour l'émission Touche pas à mon poste ou d'autres émissions de Cyril Hanouna, et également pour TF1 où j'ai travaillé récemment en tant que motion designer pour une émission documentaire sur la Star Academy ou encore un concept d'émission comme Good Singers. Deuxième source de revenus, la formation. Une fois que vous avez atteint un certain niveau de connaissance dans un secteur, que vous avez fait vos preuves, que vous êtes vraiment à l'aise dans un métier, vous pouvez alors enseigner vos connaissances. Je me suis lancé il y a un peu plus d'1 an dans le milieu du tutoriel. Cela consiste à donner vos cours en vidéo directement en filmant votre écran ou en vous présentant physiquement comme je suis en train de le faire actuellement. Cela vous permet d'enseigner vos connaissances à beaucoup plus d'élèves à la fois. En effet, vous n'êtes pas limité en termes de possibilités d'enseigner un ou plusieurs élèves dans la journée. Là, vous avez accès à des milliers d'élèves avec une seule formation. Les tutos peuvent être gratuits ou payants. Personnellement, je fais des deux. Les gratuits me permettent de me faire connaître auprès du public et de les attirer ainsi vers des tutos payants. Troisième source de revenus, YouTube. Lorsque vous créez une chaîne YouTube, vous pouvez, au bout d'un certain nombre d'heures de vidéos, activer la monétisation. Ce système vous permettra de placer des publicités tout au long de vos vidéos et vous permettra ainsi de générer de l'argent. En plus de cela, plus votre audience grandit, plus vous avez de chances d'être contacté par des marques et de pouvoir effectuer des sponsoring. Quatrième source de revenus, les stock shots. Une fois que vous avez acquis des bonnes compétences en vidéo, que vous êtes capable de produire des images de qualité et professionnelles, vous pouvez vous lancer dans la vente de stock shots. Les stock shots, ce sont tout simplement des vidéos libres de droit que vous mettez à disposition du monde entier pour permettre aux gens de trouver tel ou tel rush en fonction de leurs besoins. Un exemple, vous avez besoin d'une image de la Tour Eiffel, seulement vous n'habitez pas sur Paris. Vous serez alors obligé de payer des billets de train, de prendre peut-être une équipe pour aller filmer juste un plan de la Tour Eiffel. Une solution s'offre alors à vous. Vous allez sur un site de stock shot et vous achetez un plan de la Tour Eiffel moyennant 50, 60 euros, cela vous permettant ainsi de faire de nombreuses économies. Le business du stock shot existe depuis plus de 10 ans et permet à de nombreux créateurs de s'enrichir jour après jour. En effet, une fois que vous avez placé vos vidéos sur des sites, cela vous permettra de rapporter de l'argent à vie si vos images sont de bonne qualité. Cinquième source de revenus, l'affiliation. Une fois que vous êtes bien installé sur YouTube, que vous commencez à avoir 1000, 2000 abonnés, vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'affiliation. L'affiliation consiste à placer dans votre description des liens vers des pages produits qui vous permettront de toucher une rémunération d'environ 2-3% sur les ventes de ces produits. En effet, si un client clique sur votre lien pour acheter une caméra via Amazon, vous toucherez alors une petite commission. Cela vous permettra de générer de l'argent. Sixième source de revenus, les droits d'auteur. Lorsque vous avez effectué un clip musical ou alors un film qui a été diffusé en télé, vous pouvez toucher ce qu'on appelle des droits d'auteur. Pour toucher des droits d'auteur, vous avez deux organismes. Le premier, la SACEM, vous permettra de toucher les droits d'auteur sur tous les clips musicaux que vous avez réalisés. En effet, la SACEM s'occupe de la partie musicale. Vous avez ensuite la SCAM qui va, elle, s'occuper des droits d'auteur relatifs au contenu vidéo. Si vous réalisez des documentaires, des émissions de télé ou encore des tutoriels sur YouTube, vous pouvez toucher des rémunérations en droits d'auteur en passant par la SCAM. Nous verrons également dans la formation comment créer son entreprise vidéo, négocier un budget, accompagner un client lors d'une prestation et comment faire son premier devis. J'analyserai également avec vous un devis de clip à 40 000 € réalisé pour Maître Gims. J'ai également inclus dans le cours un template de devis pour vous permettre de ne rien oublier lors de vos prestations. J'ai créé cette école de vidéo en ligne pour vous aider à progresser rapidement et pouvoir ainsi commencer à vivre de votre passion. Lorsque j'ai démarré dans le milieu, j'aurais aimé avoir accès à une formation complète pour accélérer mon processus d'apprentissage et également avoir un mentor. Il y a énormément de notions à connaître dans ce milieu et cela peut prendre plusieurs années avant de tout maîtriser. En vous livrant tous mes conseils recueillis au cours de mes 15 années d'expérience dans le milieu, je vous enseigne à travers ces 50 heures de vidéos pédagogiques les éléments clés à connaître dans le milieu pour vous faire économiser des années d'apprentissage. Bien évidemment, rien ne remplace la pratique et l'expérience sur le terrain et vous
Vous devrez à la suite de cette formation mettre en pratique tous mes conseils afin de pouvoir réellement progresser. Cette formation est structurée en plusieurs chapitres vous permettant un apprentissage dans l'ordre et cohérent. Elle contient non seulement des vidéos théoriques mais aussi énormément de travaux pratiques vous permettant de valider vos connaissances. Dans une première partie, nous étudierons en détail tous les réglages de prise de vue. Nous verrons ensuite les techniques de prise de vue cinéma, l'éclairage d'un film, la prise de son, le matériel vidéo et audio, comment calibrer et utiliser un stabilisateur vidéo, l'utilisation d'un drone, les secrets à connaître pour travailler dans le milieu audiovisuel, le logiciel Adobe Premiere Pro, After Effects, le montage d'une vidéo YouTube, le montage d'une vidéo Instagram, le montage d'un film publicitaire et pour terminer le montage d'un film de voyage. Vous y trouverez également de nombreuses vidéos sur le terrain où je vous expliquerai étape par étape mes techniques de prise de vue sur le tournage. J'analyserai aussi dans les moindres détails certains de mes projets perso. Afin que votre apprentissage soit réellement efficace, vous aurez la possibilité de rejoindre un groupe privé Facebook où vous pourrez poser la moindre question. Ce groupe sera composé à la fois d'autres élèves de l'école ainsi que de professionnels du milieu avec qui j'ai l'habitude de travailler régulièrement. À la fin de cette formation, vous serez évalué sur un QCM ainsi que sur la réalisation d'une vidéo. Vous aurez également accès au making-of de mes tournages professionnels. Parlons maintenant du prix. Avec tous les bonus inclus, l'accès au groupe Facebook, l'accès à un mentor, l'accès également à une équipe de professionnels pour vous aider tout au long de votre apprentissage, la formation École des vidéastes est disponible pour un prix de 1 499 € pour une valeur réelle estimée à 5 000 €. Pour vous remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous offre une réduction exceptionnelle de 20%, ce qui ramène le prix d'origine à 1 199 €. Pour en bénéficier, vous pouvez soit cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo, ou bien utiliser le code EV20 Webinar lors de votre achat. Une fois acheté, vous possédez cette formation ainsi que l'accès au groupe Facebook à vie. La formation est satisfaite ou remboursée pendant 30 jours, c'est-à-dire que si elle ne vous convient pas, vous avez 30 jours pour nous contacter et nous vous rembourserons. Pour information, sur les nombreux élèves ayant acheté mes formations sur tuto.com, le taux de remboursement est inférieur à 2%. Sur les élèves que j'ai pu former sur Adobe Premiere Pro ou After Effects, nombreux sont ceux qui ont pu mettre en pratique toutes ces connaissances et améliorer ainsi leur business. Cette formation est également évolutive, elle est mise à jour régulièrement, ce qui vous permettra de rester au cœur de l'évolution de la vidéo. Que ce soit sur les logiciels, le matériel ou le tournage, je mettrai à jour régulièrement cette formation de manière à pouvoir couvrir tous les sujets. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à me contacter par mail sur kevin@écoledesvideastes.com. Je vais à présent répondre à toutes les questions qui m'ont été posées lors de la phase de lancement de la formation. Quel matériel avoir ? Cette formation ne nécessite pas de matériel particulier. Si vous possédez un smartphone, vous pouvez déjà appliquer tous les conseils et les mettre en pratique dans votre appareil. Pour les personnes utilisant un smartphone, je vous recommande d'utiliser l'application Filmic Pro qui vous permettra de débrider le mode automatique de l'appareil. Si vous avez un peu de budget, investissez dans une gimbal DJI Osmo Mobile 3, vous pourrez ainsi réaliser les mouvements de déplacement caméra. Pour les personnes ayant plus de budget, je recommande le Canon EOS Rebel SL3 ou le Sony ZV-1. Enfin, si le budget n'est pas un problème pour vous, je vous recommande l'excellent Sony A7 III que j'utilise personnellement, les optiques Sony ou la gamme d'optiques Samyang VDSLR2. Si vous êtes plutôt Canon, je vous recommande l'excellent EOS R6. Peu importe le matériel que vous possédez, ce n'est pas ça qui va déterminer votre talent. Vous pouvez très bien réaliser de superbes vidéos avec un smartphone, bien mieux qu'une personne possédant une caméra à 10 000 €. Je vous fournirai également dans la formation un lien kit.co répertoriant l'ensemble du matériel que je recommande selon les budgets. Pour les formations logicielles, vous devez posséder Adobe Premiere Pro et After Effects. Si vous ne les possédez pas, je vous fournirai un lien pour les essayer gratuitement pendant un mois. Deuxième question, dois-je faire une école de cinéma ? J'ai personnellement étudié dans une école de cinéma, cela a duré 3 ans et a coûté très cher. Si vous avez les moyens, vous pouvez certes intégrer une école de cinéma, mais ça ne veut pas dire que vous trouverez facilement du boulot à la sortie. Pour ma part, le plus important a toujours été la pratique. En intégrant l'école des vidéastes, vous aurez accès à une communauté d'apprenants, vous pourrez tous vous entraider et commencer à vous tisser un réel réseau entre vous. En faisant une école de cinéma, vous ne mettrez pas 50 heures, mais plutôt 3 ans pour étudier l'ensemble des connaissances que je vous dévoile. Mais le seul avantage, c'est que vous pourrez par contre effectuer des stages dans des entreprises de production. Vous pourrez également éventuellement louer du matériel gratuitement dans votre école. Quelle est la différence avec les formations sur YouTube ? C'est une question que j'entends souvent. Sur YouTube, vous avez énormément de contenu. Le gros problème, c'est que tout est désordonné. Vous ne savez pas si les sources sont fiables. La plupart sont des personnes qui se proclament formateurs alors qu'ils n'ont aucune expérience dans le milieu. Je vous recommande, si vous voulez vraiment vous former sérieusement, avoir une expérience professionnelle, de suivre une formation encadrée. C'est ce que je propose avec l'école des vidéastes. Si vous faites une formation tout seul en autodidacte sur YouTube, il y aura des notions que vous pensez maîtriser, mais qu'en fait, vous avez mal apprise. Avec l'école des vidéastes, vous avez également accès à un mentor, moi-même, qui pourra vous accompagner tout au long de votre processus d'apprentissage. Je pourrai analyser vos vidéos, voir avec vous les défauts et participer ainsi à votre progression. Pour rappel, je travaille pour des chaînes de télé telles que C8 et TF1.
J'y apprends des notions qu'on n'apprend pas sur YouTube. Ce sont des notions que vous apprenez uniquement dans le milieu professionnel. C'est la raison pour laquelle se former sur YouTube n'est pas une chose très pertinente au long terme. Autre aspect intéressant, le gain de temps. Sur YouTube, vous pouvez certes apprendre tout seul, mais vous mettrez plusieurs années. Dans la formation, vous avez 50 heures de tout ce qu'il vous faut, tout ce qu'il faut connaître dans tous les domaines de la vidéo. Cela vous permettra de gagner de nombreuses années. Vous allez accélérer ainsi le processus de professionnalisation et vous démarquer du reste. Toutes les autres personnes que vous connaissez qui se forment sur YouTube ne progresseront pas aussi vite que vous. Plusieurs de mes élèves ont pu améliorer leur business et gagner plus d'argent grâce à mes formations. Y aura-t-il des réductions pour les clients possédant mes autres formations Premiere Pro ou After Effects? Si vous êtes déjà client d'une de mes formations Premiere Pro ou After Effects sur tuto.com, je vous invite à me contacter par mail, vous bénéficierez d'une réduction sur la formation. Quel est le public destiné? L'école des vidéastes s'adresse à un public débutant ou bien intermédiaire si vous souhaitez vous perfectionner dans un domaine particulier de la vidéo. Tout est expliqué étape par étape, simplement de manière à ce qu'une personne partant de zéro puisse tout comprendre et maîtriser tous les aspects de la création vidéo. En quoi cette formation est-elle différente de toutes les autres formations disponibles sur le marché? La principale différence entre l'école des vidéastes et les autres formations disponibles sur le marché réside dans l'aspect cinématographique. J'ai été diplômé de l'ESRA en 2008 et cette école m'a appris, en plus des notions techniques que je connaissais déjà, tous les aspects cinématographiques nécessaires à la réalisation de fiction. Si la fiction est un domaine qui vous intéresse ou que vous souhaitez tout simplement donner un aspect cinématographique à vos vidéos, cette formation est faite pour vous. La plupart des formations à la vidéo sur le marché sont réalisées pour la plupart par des vidéastes s'étant formés sur le tas sur YouTube et n'ayant pas suivi de formation pro dans le domaine. Ces personnes n'ont pour la plupart jamais travaillé en télévision pour des grosses maisons de disques ou d'autres productions professionnelles. L'autre point fort de cette école est également mon expérience professionnelle que je pourrais vous inculquer dans cette formation. Comme mentionné au début de cette vidéo, j'ai réalisé plus d'une centaine de clips sur des budgets allant de 5 000 à 40 000 euros. Je travaille également pour TF1 et C8 en tant que monteur et graphiste. Mon expérience m'a permis ainsi d'inclure dans cette formation tous les réflexes professionnels que l'on apprend seulement sur le terrain entouré de pros. Vous aurez donc un mentor personnel pour évoluer dans le milieu. Combien de temps dure la formation ? La formation compte pour le moment 50 heures de vidéo, mais elle est mise à jour régulièrement. Du contenu supplémentaire pourra éventuellement être ajouté en fonction des besoins des élèves. Combien de temps aurais-je accès à la formation ? Une fois acheté, vous avez accès à la formation en illimité, mise à jour incluse. L'école des vidéastes discerne-t-elle un diplôme? À la fin de cette formation, vous aurez un certificat de fin de formation signé, un QCM ainsi que la réalisation d'une vidéo. Pour terminer, je dirais que le but de cette école des vidéastes est de créer un esprit de communauté à la fois bienveillant, constructif et inspirant qui permettra l'échange et la réflexion sur vos créations. Un lieu de reconnaissance entre vous et avec moi comme mentor personnel. Si je n'ai pas répondu à toutes vos questions au travers de cette vidéo, n'hésitez pas à me la poser sur kevin@écoledesvidéastes.com. Je tâcherai de vous répondre aussi vite que possible. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram, Facebook et YouTube. Que vous choisissiez ou non ma formation, je vous souhaite bon courage dans l'apprentissage de la vidéo. Appliquez tous mes conseils, croyez en vous et je suis sûr que vous réussirez dans le domaine de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.